Bonjour, bienvenue sur ce Virtual Coffee Break. Aujourd'hui, nous allons parler DevOps. Nous allons parler DevOps sur la plateforme Nutanix. Je m'appelle Philippe Incharmant, je travaille chez Nutanix en tant que directeur technique des régions et j'ai le plaisir d'être accompagné d'Anthony et Christophe. Bonjour messieurs. Bonjour Philippe, et du coup merci de nous inviter sur ce Virtual Coffee Break. Et donc je suis Anthony Costesec, je suis architecte de solutions chez Nutanix et j'ai une expertise sur la partie IoT et intelligence artificielle. Et bonjour de même, Philippe, Anthony. Je suis Christophe Geoffrey, je suis aussi architecte de solutions avec une spécialisation sur la partie DevOps et automatisation. Merci messieurs. Alors on a un peu préparé ce Virtual Coffee Break avec quelques questions qu'on va voir, qu'on va se poser autour desquelles on va avoir des discussions. Je vous propose de commencer directement en rentrant dans la première question. Qu'est-ce que le DevOps signifie pour vous, messieurs? Donc le DevOps, pour moi, c'est synonyme d'agilité, si je devais le résumer. C'est apporter de l'agilité dans les flux de fonctionnement des clients. Aujourd'hui, c'est vrai que les clients sont soumis à une compétitivité qui est de plus en plus grande et ils donc doivent être de plus en plus agiles. Et le DevOps va leur permettre de transformer leur méthode de travail et d'intégrer l'agilité au sein de leur flux de production pour être le plus compétitif possible. Tout à fait Christophe, et c'est vrai qu'on a un peu cette définition en interne pour aller vraiment à l'essentiel, c'est finalement retirer le maximum de friction entre le développement, le passage en production, le maintien des applications et des projets passés en production, et finalement la valeur pour le client final qui consomme ce service, que ce soit un utilisateur interne à l'entreprise ou encore un utilisateur à l'extérieur de l'entreprise. C'est vraiment cette agilité, comme tu dis, de rapidement améliorer, itérer, adapter le besoin du client, et donc que finalement la partie opérationnelle ne soit plus une difficulté et que ça soit vraiment agile au maximum. Alors, merci messieurs. Ça fait depuis au moins 5 ans chez Nutanix qu'on parle de bonnes pratiques DevOps et qu'on est reconnu dans cette communauté DevOps, si on peut parler de communauté. Moi, j'ai noté aussi autour du DevOps une grande recherche autour d'une culture DevOps. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une culture DevOps de votre point de vue? Alors, la terminologie culture DevOps, je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant dans le sujet même de la question. Je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir trop enfermer le DevOps avec des gens qui sont spécialistes DevOps, avec des organisations DevOps, etc. Je pense que le succès au sens large du DevOps, c'est que tout le monde doit s'accaparer cette manière de penser, cette manière de fonctionner. Et c'est pour ça que je suis pas certain que le terme culture DevOps soit approprié. Je pense qu'aujourd'hui, le DevOps, ça devient un domaine de compétences qui s'insère dans beaucoup d'activités, que ça soit à la fois, et la terminologie même du mot DevOps va dans ce sens, hein, c'est à la fois pour les gens du dev, à la fois pour les gens des opérations, c'est quelque chose qui va toucher énormément de monde, et je pense qu'il ne faut pas se dire il faut être dans une culture DevOps. Tout le monde peut faire du DevOps, quel que soit son niveau aujourd'hui. Je disais en introduction, le DevOps, c'est la recherche de l'agilité, c'est optimiser le mode de fonctionnement des processus actuels. Et donc, chacun, je dirais, à son niveau, avec quels que soient ses moyens, peut apporter quelque chose à la stratégie DevOps d'une entreprise. Tout à fait, c'est vrai. Et en plus, c'est vrai qu'on remarque aussi que pour que ça devienne cet aspect culturel autour du DevOps, les critères clés qu'on retrouve chez nos clients, c'est quand même la passion, l'envie d'avancer, la curiosité, donc tout ce qui va être autour du scripting, de l'automatisation, d'éviter la répétitivité. Donc c'est vraiment ces critères-là qui forment un peu cette culture, puisqu'après c'est vraiment des communautés qui se créent, du partage, parce que c'est vrai que quand on trouve des façons d'améliorer un peu son quotidien, on a dans cet aspect culturel le besoin de partager et voilà, de récupérer aussi d'autres utilisateurs entre clients. C'est aussi pour ça chez Nutanix qu'on a monté ce groupe d'utilisateurs français, ce partage d'expérience, et ça rejoint cet aspect un peu culturel autour du DevOps. Et tu as raison, il ne faut pas enfermer ça dans quelque chose de très cadré, etc. C'est vraiment la passion qui prime dans cette démarche.
Aujourd'hui, messieurs, dans l'écosystème des technologies DevOps, on a la chance d'avoir une fondation qui s'appelle la CNCF, qui a fait un répertoire qui contient des acteurs. Ma question, elle est la suivante. Pour faire du DevOps, doit-on uniquement utiliser des logiciels répertoriés par la CNCF? Alors, uniquement, non. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une fondation comme la CNCF qui, depuis pas mal d'années, fait un super travail sur le référencement et même plus que le référencement, sur l'accompagnement de projets majeurs de l'écosystème DevOps. Donc, je pense que c'est important lorsqu'on a le choix, lorsque pour un domaine précis, il y a de nombreux projets qui sont disponibles, de essayer de prendre un projet qui est suivi par la CNCF parce que c'est une garantie, je dirais, de suivi sur le long terme, de support en particulier. Il y a plusieurs niveaux dans le référencement CNCF. Le plus haut niveau, c'est les projets qui sont gradués. Et c'est vraiment les projets sur lesquels il faut, je dirais, travailler en premier. On a tout un tas de projets extrêmement intéressants qui sont state gradués. Et donc, dans ce cas-là, c'est des choix qui doivent être faits de facto. Après, il y a des produits, c'est relativement rare quand même, qui ne sont pas obligatoirement référencés par la CNCF, qui peuvent être aussi utilisés. Mais le conseil que je donnerais, c'est si on a le choix entre deux produits, c'est mieux de privilégier un produit qui est suivi et si possible gradué par la CNCF, parce qu'on est sûr que c'est un produit qui va durer dans le temps, qui sera suivi, il y aura des moyens, il évoluera. Et donc, ça va être quelque chose qui va être pertinent et qui va être suivi sur la durée. Merci Christophe. Je vais vous poser une question maintenant sur la partie compétences. Dans le DevOps, il y a Dev et Ops. Ma question, elle est toute simple, c'est doit-on savoir coder pour faire du DevOps? Alors ça, c'est une question qu'on a effectivement très très souvent. L'amalgame qu'on peut faire rapidement entre développement et finalement l'accès à ce type d'automatisation et toutes ces pratiques DevOps. Donc la réponse est effectivement non. L'idée, c'est vraiment pas d'avoir ce niveau, ce statut de développement. L'idée, c'est plutôt autour du scripting et le fait de rapidement pouvoir automatiser une action, une tâche, une séquence. Et ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, tout admin a exploré, que ce soit du PowerShell, du Bash traditionnel, du DOS historique. Donc c'est des choses qu'on a déjà plus ou moins touché du doigt. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin, d'organiser un peu plus ces scripts et d'utiliser au passage, de pouvoir en fait utiliser un outil qui simplifie la mise en relation dans une approche orchestration de ces différents scripts qui peuvent déjà exister dans l'entreprise. Et c'est un peu voilà, notre objectif chez Nutanix de fournir cette brique de service d'automatisation qui vient capitaliser sur ce que vous avez déjà produit chez vous, tous les scripts PowerShell, Bash, et on vient les rassembler et les automatiser, les orchestrer dans un outil de la plateforme Nutanix pour vous aider à aller plus vite dans ces différentes démarches DevOps, automatisation au sens large du terme. Donc l'idée, c'est pas de se faire peur avec du développement, c'est vraiment de se dire, on l'a déjà fait, on va passer à l'échelle, on va automatiser, industrialiser, et on va s'aider d'outils tels que Calm pour Cloud Application Lifecycle Management, qui est le service que Nutanix apporte à ses clients et qui vous aide à accélérer dans les démarches DevOps. Merci Anthony. Merci. Christophe, tout à l'heure, tu parlais de démarche DevOps. Ma question, elle est sur la réussite des projets dans cette démarche DevOps dans l'entreprise. Est-ce qu'on peut réussir une démarche DevOps sans que la volonté vienne d'une direction? Alors oui, je pense que une démarche DevOps, elle peut arriver à la fois par le haut et par le bas. Dans le sens où c'est vrai qu'il y a des entreprises qui veulent pousser leurs équipes à mettre en œuvre ce genre de démarche et donc dans ces cas-là, venir optimiser les environnements. Mais pour autant, j'ai vu aussi beaucoup de clients où ce sont les individus eux-mêmes, sans être obligatoirement poussés ou dirigés par leur direction, qui se sont mis à acquérir, mettre en œuvre des bonnes pratiques autour des logiques et des méthodes DevOps pour commencer à optimiser. C'est souvent les gens eux-mêmes qui sont moteurs en interne et qui poussent l'entreprise après à se structurer de manière plus efficace dans ces approches DevOps. Merci Christophe. Euh,
Alors, j'ai une question cette fois-ci maintenant qui va nous concerner Nutanix directement en tant que société. En quoi nos solutions permettent d'aider les clients dans la mise en place de projets DevOps? Voilà, c'est vraiment cette question qui est au cœur, je pense, de ce sujet, de ce Virtual Coffee Break. Alors effectivement, ce que moi je constate à chaque fois qu'on a ces discussions avec nos clients, c'est vrai que notre objectif à nous, c'est la simplicité. Voilà, c'est vraiment l'ADN de l'entreprise, donc c'est l'accès à l'accélération qui effectivement est un besoin de l'entreprise. Donc Christophe le disait, l'agilité, on le disait, on veut lever le maximum de friction dans l'entreprise. Et donc l'objectif pour nous, c'est de vous outiller, de vous fournir les services nécessaires pour que ça puisse être facile d'accès. Surtout aussi que vous puissiez capitaliser, comme on le disait, sur l'existant, sur la base déjà de scripts, de démarches que vous avez pu commencer et démarrer depuis un certain temps. Et l'idée, c'est de retrouver, de fédérer et d'accélérer. Et donc, on a ces différents services dans la plateforme. On commence effectivement avec un premier service très simple qui est plus là en mode réponse à événements. La plateforme voit tous les événements se produire sur les différents services, que ce soit la virtualisation, la containerisation, la performance en général. Et donc, sur chacun de ces événements, on va déjà pouvoir actionner une réponse à travers différentes étapes d'automatisation. Et cette approche, pour nous, on l'appelle codeless parce qu'en fait, on a une librairie d'actions que vous allez pouvoir utiliser. Empiler, c'est vraiment un empilement d'actions pour déjà automatiser et répondre à un événement dans l'entreprise. Donc là, on n'est pas dans le scripting avancé, on est vraiment dans déjà répondre à n'importe quel événement de la plateforme et pouvoir envoyer un mail, déclencher une action. Ça peut être pour des contraintes de ressources, à augmenter les ressources, rajouter du CPU, de la RAM, contraintes de disque d'espace, augmenter le disque et prendre en compte au niveau de l'operating system cette extension de disque. Voilà, c'est vraiment simple d'accès, facile. On n'est pas dans l'automatisation avancée, on est dans le très simple. Et ensuite, on fournit un service plus avancé. On commençait à l'expliquer, un Calm pour Cloud Application Lifecycle Management. Et finalement, l'objectif principal, Christophe, si tu veux nous parler plus de Calm, qui est vraiment ton expertise. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les clients, dans les premières étapes d'une démarche DevOps, vont essayer d'automatiser un maximum de tâches manuelles. Et une des volontés des technologies qu'on pousse à nos clients, ça va être de rendre ça le plus simple possible. Et c'est un petit peu le but de la technologie Calm, c'est d'apporter l'automatisation et la gestion du cycle de vie sur l'ensemble des couches qui vont être traitées par un projet DevOps, à la fois les couches d'infrastructure, dont Anthony était en train de parler, mais aussi de remonter dans les couches plus hautes, les systèmes d'exploitation, les applications, et de venir faire office un peu d'orchestrateur global au niveau de la plateforme. Alors encore une fois, on est dans un écosystème DevOps, donc il n'y a pas que des logiciels Nutanix qui vont intervenir dans une architecture que je qualifierais de type DevOps, mais l'intérêt, c'est qu'un produit comme Calm va parler nativement avec tout un tas d'autres produits de l'écosystème, avec des outils de type CI/CD comme Jenkins ou comme GitLab. On va venir interagir avec des briques de gestion de configuration comme Ansible, Puppet ou Chef. Et tout ça va s'orchestrer de la manière la plus souple possible pour être capable de répondre aux besoins, qui est d'automatiser quelque chose de bout en bout, d'être capable de faire une demande qui va créer des ressources, VM, containers, déployer ou configurer des éléments à l'intérieur de ces ressources d'infrastructure, et voire même aller plus loin, organiser tout ce qui va tourner autour de l'application elle-même, configurer correctement le firewall, le load balancer, d'avoir initialisé les informations dans la CMDB pour s'assurer que toute la démarche entreprise soit correctement respectée, mais tout ça de manière automatisée. Quand on rencontre les clients aujourd'hui, souvent un des plus gros freins à l'agilité, parce que c'est le cœur du débat, comme je vous l'ai indiqué au départ, c'est le temps qu'il faut pour mettre en place toutes ces ressources-là, et donc surtout les interactions qu'il va y avoir autour de la création de la ressource. Si on est capable d'automatiser tout ça, on comprend bien que cette mise en place va être beaucoup plus rapide. Oui, ça paraît complet, effectivement. On parlait d'infrastructure, on remonte dans les applications, différents services, différents niveaux aussi d'évolution et de maturité chez nos clients.
Mais il y a aussi effectivement, depuis maintenant quelques années, un autre pan de service qu'on a mis à disposition de nos clients autour de ce qu'on appelle effectivement Carbon Services chez nous. Et l'idée, c'est vraiment de remonter dans les couches et dans ces démarches effectivement DevOps. L'idée aussi, après l'automatisation, c'est de pouvoir utiliser des services à la demande. On est plus sur une approche PaaS, de plateforme as a service, dans laquelle on va avoir différents services qu'on vous met à disposition, que vous utilisez quand vous en avez besoin. Et l'idée, c'est de se concentrer finalement sur les déploiements, accélérer ces déploiements applicatifs. Et donc ça, c'est chez nous la partie Carbon Services. Christophe, est-ce que tu veux compléter un petit peu cette plateforme dont on a fait pas mal d'annonces récemment d'évolution durant notre Next il y a quelques semaines? Alors c'est vrai que globalement, la plateforme Nutanix déjà a toujours été mise en avant comme une plateforme de service. Historiquement, pour faire de la machine virtuelle ou du stockage, elle a évolué avec le temps pour proposer beaucoup plus de fonctionnalités autour de la gestion des opérations, des fonctionnalités ou des services avancés sur le stockage, comme les serveurs de fichiers, le stockage objet, les choses comme ça. Et c'est vrai qu'on a vocation à enrichir notre catalogue de services sur cette plateforme-là. Les choses les plus récentes que l'on a pu rajouter depuis maintenant quelques années qui ont un intérêt fort dans le contexte DevOps, c'est tout ce qui va être par exemple la gestion des containers. Il y a 2 ans maintenant, on a intégré nativement au sein de la plateforme Nutanix la gestion de la technologie Kubernetes. Donc ça permet à tout client possesseur d'une plateforme Nutanix de venir très rapidement et de manière très simple, toujours ça fait partie de l'ADN cœur de Nutanix, déployer un ou plusieurs serveurs Kubernetes sans avoir, je dirais, ne serait-ce que aucune compétence sur la manière de l'installer et de le configurer. Et on va bien sûr gérer tout son cycle de vie. On a souhaité aller encore plus loin, c'est les annonces que l'on a fait il y a quelques semaines lors de notre dernier événement qui s'est tenu virtuellement cette année. La partie Carbon Platform Services veut encore accélérer la manière dont les clients vont pouvoir déployer leurs applications. L'idée, c'est même de prendre un petit peu du recul. On s'est beaucoup concentré sur la capacité de mettre à disposition des technologies de type Kubernetes pour nos clients. Là, l'idée, c'est de prendre encore un peu plus de hauteur et de permettre aux clients de se focaliser uniquement sur leurs applications modernes de type cloud native, qui vont être très souvent des applications de type microservices, fortement portées par des containers et qui vont aussi faire appel à un écosystème. Les clients vont développer une partie de leurs applications, mais il y a aussi un côté réutilisation qui va être extrêmement important dans les applications dites cloud natives, parce que on va réutiliser des technologies, des produits qui existent, et souvent on en parlait tout à l'heure, produits référencés par la CNCF pour des besoins comme la gestion du stockage, comme le monitoring, comme tout ce qui va être la sécurisation à la volée des flux applicatifs. Il y a tout un tas de technologies comme ça qui sont ce que je qualifierais des technologies core que l'on va retrouver, qui sont des technologies très souvent open source, donc suivies par la CNCF. Ces technologies, on a souhaité les apporter nativement dans notre plateforme pour que un client qui souhaite créer, développer, faire évoluer une application de type cloud native en s'appuyant sur ces briques communes n'ait pas besoin de les maintenir. Il va se concentrer uniquement sur son application, sur ses besoins métiers, et il aura la capacité d'utiliser une plateforme sur laquelle ces fonctionnalités seront déjà disponibles. Et il n'aura plus qu'à les consommer et à venir, je dirais, associer son code applicatif avec tout un tas de services que l'on lui apportera nativement et surtout qu'on maintiendra pour lui. Merci messieurs. Sur le terrain, quand on rencontre des clients actuellement, on associe, enfin c'est un retour, c'est un feedback, on voit beaucoup de clients qui associent DevOps avec le cloud. L'impression que pour eux, les deux sont indissociables, le cloud et le cloud public en particulier. Alors du coup, la question c'est pourquoi on lit cette association et finalement, y a-t-il des alternatives de votre point de vue? Alors, ça c'est, je pense, quelque chose qui est historique. C'est vrai que, je dirais, au début du DevOps, il y a un certain nombre d'années, les gens ont souhaité mettre en place rapidement des nouvelles solutions, expérimenter des nouvelles plateformes. Et c'est vrai que le cloud public, dans son côté instantané, est extrêmement pratique
pour ce genre de démarche. Et c'est vrai que tu posais la question tout à l'heure, Philippe, d'où venait la demande d'aller vers du DevOps? Quand cette demande venait en particulier de l'intérieur des équipes, très souvent, c'était les équipes métiers qui prenaient leur carte bleue, qui prenaient un tenant sur Amazon, Google ou Azure et qui commençaient à faire ces expérimentations. On a vu avec le temps que lorsque ces expérimentations DevOps deviennent pérennes, qu'elles commencent à passer en production, il y a toute une partie de l'activité qui a tendance à repasser sur des infrastructures type on-premise. Donc, ils réinternalisent une partie des ressources. Pour autant, le cloud public a toujours de l'intérêt de par son côté instantané, sa scalabilité quasi infinie, immédiate. Et donc, aujourd'hui, le cloud dont on parle le plus, c'est le cloud hybride qui va permettre de venir mutualiser les deux types de ressources, publiques et privées, au sein d'un environnement global. Et nous, ce que l'on va apporter dans cette stratégie-là, c'est qu'on va être capable de proposer aux clients de consommer leur infrastructure on-premise avec la même souplesse et la même agilité qu'ils consomment leur infrastructure de type cloud public, avec une approche service orientée catalogue d'applications. Et c'est vraiment la force de Nutanix aujourd'hui, c'est qu'on va apporter toute cette simplicité et les avantages globalement du cloud public sur des data centers on-premise, sans bien sûr venir renier les avantages que font aussi le cloud privé en général, les infrastructures on-premise, autour de la sécurité, de la maîtrise des coûts, qui sont des choses aussi extrêmement importantes aujourd'hui. Merci Christophe, merci Anthony. Ma question suivante sera sur les craintes des clients. Quelles sont finalement les problématiques et les craintes que les clients vous remontent quotidiennement ? Alors ça c'est clair, effectivement moi la plus grande crainte que j'ai sur tous les échanges que j'ai avec mes clients, c'est qu'effectivement cet écosystème bouge beaucoup, bouge très vite, et en fait la plus grande crainte c'est ce temps et cet investissement qu'on va passer dans l'automatisation, dans l'industrialisation, dans ces pratiques-là. Est-ce qu'il y a une certaine ouverture qui peut être maintenue pour que finalement le temps que je passe, je puisse le porter n'importe où? Alors, ouais, c'est vrai que c'est une crainte que je vois aussi énormément chez les clients. Je l'appellerais simplement l'enfermement technologique. Aujourd'hui, quand on regarde le marché en général, en particulier les offres de services, tout à l'heure Philippe, tu parlais des hyperscalers. Aujourd'hui, il y a autant d'offres de services que d'hyperscalers différents, quel que soit, je dirais, le type de technologie qu'on veut pousser. Ce qui va être extrêmement important dans cette démarche DevOps de manière globale, et c'est une des philosophies qu'on a de manière importante chez Nutanix dans la conception de nos produits, c'est d'essayer de respecter au maximum les standards. Alors, standards protocolaires ou standards de fait, mais c'est d'essayer de ne pas s'enfermer dans les choix technologiques que l'on va faire. Je prends un exemple tout simple. La technologie d'orchestration de containers Kubernetes, dont on entend énormément parler aujourd'hui, il y a énormément de distributions Kubernetes sur le marché et très souvent, malheureusement, certains éditeurs essayent de prendre des raccourcis pour, je dirais, embellir un petit peu l'histoire et rajoutent des extensions propriétaires dans leur distribution. Donc c'est vrai que dans un premier temps, ça peut paraître alléchant dans le sens où on retrouve des fonctionnalités qui sont peut-être pas encore natives dans la technologie Kubernetes, mais le souci, c'est quand on commence à les consommer, vu que les API associés, le type de déclaration que l'on doit faire pour l'utiliser est spécifique à la plateforme choisie, c'est quelque chose qui vient casser complètement la portabilité. Et par exemple, avec Kubernetes, une des grandes chances que l'on a, et c'est quasiment la première fois que je vois ça à la hauteur de l'histoire de l'informatique, c'est que l'on a une technologie de description de portage des applications qui est quasi universelle. C'est-à-dire que n'importe quelle plateforme qui propose une interface compatible Kubernetes qui soit validée, certifiée, ouverte, qui respecte le standard Kubernetes sans rajouter de couches propriétaires, on va avoir la capacité de prendre une application et de la bouger d'un cloud privé à un cloud public, d'une plateforme Nutanix à un hyperscaler Amazon, Google ou Azure, de manière complètement transparente et sans modification. Et ça va être important à partir du moment où on ne rentre pas
dans un contexte propriétaire, qu'on reste sur ce qu'on appelle les API ou les standards vanilla, c'est-à-dire vraiment le code source non modifié des différentes technologies qu'on utilise, on va avoir une portabilité qui va être garantie, et ça c'est extrêmement important. Donc faire très attention lorsqu'on choisit un produit, une technologie, un fournisseur, à la standardisation des interfaces, des approches, des modes de fonctionnement qu'il va vous proposer. Merci Christophe. Je crois qu'on peut passer sur une démonstration pour apporter la preuve par l'exemple maintenant. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous démontrer notre nouvelle solution Carbon Platform Services et de voir à quel point il est simple et rapide, et comme je vous le disais à l'instant, en utilisant des choses qui sont standardisées, de déployer une application de type Cloud Native. Pour la démo, nous avons construit une application microservice de type eShop appelée Woodcraft. Le développement de cette application a été facilité par l'utilisation de services natifs de la plateforme et d'extensions publiques. Pour la déployer, je vais commencer par me rendre dans l'interface d'administration de Carbon Services. La première étape est de créer un nouveau projet. Cela se fait très rapidement, en quelques clics, en précisant en particulier le cloud de destination. Je vais ensuite venir préciser l'ensemble des services qui seront nécessaires à mon application. L'étape suivante va être dans ce projet de créer ma première application. Cela va correspondre à l'ensemble des ressources nécessaires au bon fonctionnement de mon eShop et sera déployé sur les plateformes définies dans mon projet. Pour réaliser cela, je vais fournir un chart Helm totalement standard fourni par mes développeurs. Une fois cette application déployée, je vais pouvoir me rendre compte que tous les services ont été configurés en conséquence. La sécurité, le bus de messages, les routes d'accès, et tout ça va me permettre d'accéder maintenant directement à mon application. Voilà mon eShop correctement publié et fonctionnel. De la même manière, je vais pouvoir rajouter un chart supplémentaire pour venir configurer tous mes éléments de monitoring. Je vais donc ensuite retrouver une route pour me connecter sur mon tableau de bord dans lequel je retrouverai toutes les métriques correspondant à mon application. Pour terminer, je vais mettre à jour le composant recommandation de mon application en utilisant un dernier chart. Je vais utiliser une fonctionnalité de la plateforme afin de pouvoir intercepter le trafic vers ce composant et le rediriger vers différentes versions en fonction de certains critères. Pour la démonstration, j'envoie tous les paquets venant d'un Firefox vers la version 2 de mon composant. Nous allons vérifier cela dans l'interface où je peux voir mon service virtuel qui pointe pour l'instant vers la version 1. Je vais utiliser Firefox pour me connecter sur l'application et aller voir le service de recommandation, et je vois que j'obtiens maintenant une version 2. Si je rebascule, je verrai que j'ai bien maintenant un branchement qui est fait entre mes deux versions d'application avec un trafic qui va être réparti entre les deux. Grâce à cette démo, j'espère vous avoir démontré comment il était facile de déployer des applications modernes en toute simplicité avec Carbon Services. Merci Christophe pour cette démonstration. Je pense que ça nous a donné un bon aperçu effectivement de ce qu'on peut obtenir, atteindre dans cette recherche effectivement de l'implémentation de démarches DevOps. Je pense que le plus simple pour nos auditeurs, c'est de tester par l'exemple eux-mêmes et de prendre en main cette plateforme. Et donc on vous met à disposition ce lien, donc les test drives de Nutanix, qui vous permettent pour tout service confondu de la plateforme de venir le tester par vous-même sur plusieurs heures avec un petit démo script pour que vous puissiez vraiment appréhender au mieux chacun de ces services, dont effectivement Carbon Platform Services, dont Christophe vient de vous faire la démonstration. Donc n'hésitez pas à tester et à nous faire vos feedbacks. Merci messieurs, je vous lève mes 2 pouces en l'air pour ce Virtual Coffee Break. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le passer avec vous. Je comprends que la plateforme Nutanix a toutes les caractéristiques pour être une plateforme idéale et un réceptacle DevOps pour en tout cas lancer ses projets, ses démarches dans l'entreprise.
J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et une bonne fin de matinée. Et même si ce café a été long, peut-être vous auriez pu prendre 2 cafés, je sais pas. On va renommer le Virtual Coffee Break en Virtual Double Coffee Break, parce qu'on a beaucoup passé de temps. Mais en tout cas, j'étais très heureux d'être avec vous, Christophe et Anthony. À bientôt à tous. Merci Christophe. De même, merci à vous, messieurs.